Levez les yeux. Par une nuit claire, loin des lumières de la ville, le ciel offre un spectacle. Une rivière d'étoiles se déverse dans l'obscurité. Nous l'appelons la Voie lactée, notre galaxie. Aussi longtemps que nous ayons été humains, nous avons contemplé cet abîme scintillant. Le ciel nocturne appelle quelque chose de profond en nous, éveillant un sentiment d'émerveillement. Cette curiosité cosmique est tissée dans notre ADN. Ce furent de nos premières tentatives pour donner un sens à l'univers, pour y trouver notre place. Cet émerveillement antique n'a fait que se renforcer avec la connaissance. Y a-t-il des planètes comme la Terre? Sommes-nous seuls dans ce vaste océan cosmique? Le rêve d'atteindre les étoiles est l'un des rêves les plus anciens et les plus puissants de l'humanité. Et au siècle dernier, nous avons fait nos premiers pas hors de notre monde. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la Terre était l'univers entier. Elle semblait immense. En 1990, Voyager 1 a tourné sa caméra pour un dernier regard. De cette distance, il a pris une photo de notre foyer. La Terre n'est qu'un minuscule point de lumière, un pixel unique suspendu dans un rayon de soleil. L'astronome Carl Sagan l'a appelé un point bleu pâle. Il nous a montré à quel point notre monde est petit et fragile. Sur ce minuscule point, chaque personne que vous avez connue a vécu sa vie. Cela s'est passé juste là, sur un grain de poussière flottant dans l'immensité de l'espace. Voir notre monde de cette façon nous donne un sentiment d'humilité et de responsabilité. C'est notre seule maison. Nous sommes tous des passagers sur ce petit monde bleu. Ils ont vu un monde sans frontières. Ils nous ont permis de nous voir de l'extérieur, pour comprendre notre place non seulement sur Terre, mais aussi dans le système solaire. Et ainsi, nous avons commencé à explorer notre voisinage. Chaque mission a été un chapitre de notre histoire familiale. Le point bleu pâle n'est que le point de départ. Le véritable défi se trouve au-delà de la clôture. Notre système solaire semble énorme, et il l'est. La véritable limite est le nuage d'Oort, une coquille géante de comètes glacées. Les scientifiques pensent qu'il s'étend à plus d'une année-lumière du Soleil. C'est le grand mur de l'espace, une barrière de pure distance. Même à pleine vitesse, atteindre Proxima du Centaure, notre plus proche voisine, prendrait des milliers d'années. Le vide entre les étoiles est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés. Quitter le système solaire exige un bond d'une toute autre ampleur. Le voyage vers une autre étoile éclipse tout ce que l'humanité a jamais tenté. Comment traverser un océan large de milliers de milliards de kilomètres? Pas avec les outils que nous avons aujourd'hui. Nos fusées sont de magnifiques machines. Elles sont assez puissantes pour s'affranchir de la gravité terrestre. Elles nous ont transportés sur la Lune et ont envoyé nos sondes vers toutes les planètes de notre système solaire. Mais ce sont fondamentalement des fusées chimiques. Elles fonctionnent en brûlant du carburant pour créer une explosion contrôlée. Cela les propulse vers l'avant. C'est une excellente technologie pour les courts trajets. Mais pour le voyage interstellaire, c'est comme essayer de traverser l'Atlantique avec des pétards. Il faudrait plus de carburant que la masse de l'univers entier pour atteindre une destination significative. Alors, le rêve de quitter le système solaire est vraiment un rêve de vaisseaux spatiaux. Pas juste des fusées plus grandes, mais des types de machines entièrement nouveaux. Des vaisseaux propulsés par des principes que nous commençons tout juste à comprendre. C'est ici que la science-fiction rencontre la science. Nous imaginons des vaisseaux propulsés par la puissance de l'atome. La fission ou la fusion nucléaire pourrait fournir une poussée continue pendant des décennies. Nous rêvons de vastes voiles solaires chatoyantes, des miroirs géants poussés dans l'espace par la pression douce mais implacable de la lumière du Soleil elle-même. Ou peut-être des idées encore plus exotiques, comme recueillir l'hydrogène interstellaire pour alimenter un moteur à fusion en cours de route. Ce ne sont pas de simples fantaisies. Ce sont des concepts sérieux explorés par des physiciens et des ingénieurs. Chacun comporte ses propres défis colossaux. Un vaisseau à propulsion par fusion devrait contenir une étoile dans une bouteille magnétique. Une voile solaire devrait mesurer des kilomètres de large, mais être plus fine qu'un film plastique. Un propulseur à antimatière, le plus puissant de tous,
nous obligerait à produire et à stocker la substance la plus volatile connue. La construction de l'un de ces vaisseaux serait le projet d'ingénierie le plus complexe de l'histoire de l'humanité. Cela exigerait des percées en sciences des matériaux, en production d'énergie et en robotique. Mais le rêve persiste, parce qu'il s'agit de bien plus que de simples technologies. Il s'agit de l'avenir de notre espèce. Nous savons que les étoiles ne sont pas éternelles. Notre propre Soleil deviendra un jour une géante rouge, engloutissant la Terre. La vie sur cette planète a une date limite. Bien avant cela, d'autres dangers cosmiques pourraient menacer notre existence. Un impact d'astéroïdes, une supernova proche, se répandre dans d'autres systèmes stellaires pourrait être notre seule stratégie de survie à long terme. Le rêve des vaisseaux spatiaux est le rêve de devenir une espèce multiplanétaire, puis multistellaire. C'est le rêve d'assurer un avenir à l'humanité parmi les étoiles. Notre voyage n'a pas commencé par un bond de géant, mais par une série de petits pas métalliques. Avant d'envoyer des humains, nous avons envoyé nos substituts. Nous avons construit des robots. Des explorateurs robustes et brillants, conçus pour résister aux dures réalités de l'espace. Ils étaient nos yeux, nos oreilles et nos mains dans des mondes trop lointains et dangereux pour que nous puissions les visiter en personne. Ils étaient nos pionniers. La première génération d'exploration spatiale fut l'ère des machines. Ils portaient notre curiosité sur leurs circuits et notre ambition dans leurs antennes. Chacun était une merveille d'ingénierie, un témoignage de l'ingéniosité humaine envoyée dans le grand inconnu en notre nom. Le programme Luna de l'Union soviétique fut l'un des premiers à connaître le succès. En 1959, Luna 2 devint le premier objet fabriqué par l'homme à toucher un autre corps céleste lorsqu'il s'écrasa sur la Lune. Quelques semaines plus tard, Luna 3 survola la face cachée de la Lune. Il renvoya les premières images granuleuses et fantomatiques d'une face que personne n'avait jamais vue auparavant. Ce fut une révélation. Cela nous a montré que l'exploration était possible, que nous pouvions tendre la main et toucher le cosmos. Les Américains suivirent avec les programmes Mariner et Pioneer, envoyant des sondes voler au-delà de Vénus et de Mars, nous offrant nos premiers portraits rapprochés de nos voisines planétaires. Ces premières missions étaient des paris audacieux. Nous apprenions au fur et à mesure. La science des fusées était nouvelle. La communication sur des millions de kilomètres était un défi stupéfiant. De nombreuses missions ont échoué. Elles ont explosé sur le pas de tir, ont dévié de leur trajectoire ou sont simplement restées silencieuses, perdues à jamais dans le vide. Mais à chaque échec, nous apprenions quelque chose de vital. À chaque succès, notre image du système solaire devenait plus nette. Nous avons découvert que Vénus était une serre infernale, sa surface suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. Nous avons vu que Mars était un désert poussiéreux et cratérisé avec des calottes polaires, un monde qui nous semblait étrangement familier. Ces pionniers robotiques ont ouvert la voie à tout ce qui a suivi. C'étaient les éclaireurs envoyés en avant pour cartographier le territoire. Ils mesuraient les radiations, analysaient les atmosphères et photographiaient les surfaces. Ils nous ont dit où il était sûr d'aller et quel danger attendre. Ils étaient plus que de simples machines, ils étaient des extensions de nos propres sens, repoussant les limites de l'expérience humaine. Ils ont répondu à d'anciennes questions et, ce faisant, nous ont donné une toute nouvelle série de questions à poser. L'âge de l'exploration robotique avait commencé et notre système solaire commençait lentement à livrer ses secrets. À la fin des années 1970, un rare alignement planétaire a rendu possible une grande tournée. Les sondes spatiales pouvaient utiliser la gravité de chaque planète pour se propulser vers la suivante. La NASA a construit Voyager 1 et 2. Lancées en 1977, elles ont redéfini notre compréhension du système solaire externe. Voyager 1 a survolé Jupiter en 1979, renvoyant des images à couper le souffle, révélant un système dynamique et géologiquement actif. Ensuite, les magnifiques anneaux de Saturne ont été révélés dans les moindres détails. Voyager 2 nous a offert nos premiers gros plans d'Uranus et de Neptune. Elles sont maintenant nos messagers les plus lointains, voyageant à travers l'espace interstellaire.
De toutes les planètes de notre système solaire, une a captivé notre imagination plus que toute autre. Mars, la planète rouge. Elle a longtemps été le sujet de nos histoires, de nos peurs et de nos espoirs. Des Martiens envahisseurs de H.G. Wells à nos rêves modernes de colonisation, Mars occupe une place spéciale dans notre culture. C'est le seul monde, outre le nôtre, qui semble, du moins en surface, quelque peu hospitalier. Sa journée a à peu près la même durée que la nôtre. Elle a des saisons. Elle a des calottes polaires. Elle ressemble à un monde sœur, un endroit que nous pourrions un jour appeler notre deuxième maison. Notre exploration robotique de Mars a été une longue et dramatique histoire. Elle a été remplie de succès palpitants et d'échecs écrasants. Le premier survol réussi fut celui de Mariner 4 de la NASA en 1965, qui nous a montré une surface cratérisée, semblable à celle de la Lune. Puis, en 1976, les atterrisseurs Viking se sont posés. Ils ont été les premiers à mener des expériences sur le sol martien à la recherche de signes de vie. Les résultats furent ambigus, alléchants, mais finalement non concluants. Pendant des décennies, nous avons envoyé des orbiteurs pour cartographier la planète depuis l'espace, bâtissant une image détaillée de sa géographie et de sa géologie. Nous avons trouvé des preuves d'anciens lits de rivières, de deltas et de vastes océans. L'ère moderne de l'exploration de Mars est celle des rovers. Ces géologues à roues ont été nos pieds sur le terrain. Spirit et Opportunity, les rovers jumeaux qui ont atterri en 2004, étaient conçus pour durer 90 jours. Opportunity a continué d'explorer pendant près de 15 ans, un témoignage de sa conception robuste. Ils ont trouvé la preuve définitive que l'eau liquide coulait autrefois librement à la surface martienne. Puis est venu Curiosity, un laboratoire scientifique mobile de la taille d'une voiture. Il a atterri en 2012 et escalade le mont Sharp depuis, analysant les couches rocheuses qui racontent l'histoire du climat changeant de Mars sur des milliards d'années. Aujourd'hui, des rovers comme Perseverance franchissent la prochaine étape. Perseverance n'étudie pas seulement l'environnement passé de Mars, il recherche activement des signes de vie microbienne ancienne. Il fore des carottes de roche et les laisse dans des caches à la surface. Le plan est qu'une future mission collecte ces échantillons et les ramène sur Terre. Ce serait un accomplissement monumental. Pour la première fois, nous aurions des morceaux d'une autre planète dans nos laboratoires, où nous pourrions les analyser avec nos instruments les plus puissants. La recherche de vie sur Mars est l'une des grandes quêtes scientifiques de notre temps. Bien que nous nous soyons principalement concentrés sur les planètes, nos premiers pas nous ont également menés vers les corps plus petits et plus étranges qui peuplent notre système solaire. Nous avons envoyé des missions vers des astéroïdes et des comètes. Ce ne sont pas de simples morceaux de roche et de glace. Ce sont des capsules temporelles. Ce sont des vestiges intacts de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. En les étudiant, nous pouvons en apprendre davantage sur les ingrédients bruts qui se sont assemblés pour former la Terre et les autres planètes. Ils détiennent des indices sur l'origine même de notre monde, et peut-être même l'origine de l'eau et de la vie elle-même. Des missions comme Hayabusa du Japon et Osiris-Rex de la NASA ont accompli des prouesses incroyables. Elles ont voyagé pendant des années pour atteindre de minuscules astéroïdes à des millions de kilomètres de distance. Elles ont orbité autour de ces petits corps de forme irrégulière. Elles ont cartographié leur surface et par des manœuvres audacieuses sont descendues pour toucher la surface et collecter un échantillon de poussière et de roches. Elles ont ensuite entamé le long voyage de retour vers la Terre, transportant une précieuse cargaison d'un autre monde. L'analyse de ces échantillons nous aide à comprendre les éléments constitutifs des planètes et l'histoire de notre voisinage cosmique dans les moindres détails. Nous avons également poursuivi des comètes. La mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne fut un chef-d'œuvre de navigation céleste. Elle a passé 10 ans à voyager à travers le système solaire pour rejoindre la comète 67P. Elle a orbité autour de la comète pendant 2 ans, tandis qu'elle se dirigeait vers le Soleil.
Elle a même déployé un petit atterrisseur, Philae, pour se poser sur le noyau glacé de la comète. Rosetta a observé comment la chaleur du Soleil transformait la glace de la comète en gaz, créant la magnifique queue que nous voyons depuis la Terre. La mission nous a offert un aperçu rapproché sans précédent de l'une de ces boules de neige sales, comme on les appelle parfois. Ces missions vers les petits corps, ainsi que les sondes voyagées qui quittent désormais l'influence du Soleil, représentent nos premières tentatives de jeter un coup d'œil au-delà de la clôture planétaire. Elles repoussent les limites de ce que nous pensions possible. Elles nous ont montré que le système solaire est un endroit animé, diversifié et ancien. Mais elles ont aussi renforcé à quel point il est grand. Chaque mission a été une entreprise de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies. Ce sont nos premiers pas, hésitants, dans l'océan cosmique. Mais le rivage de l'espace interstellaire est encore à une immense distance. Nous avons exploré notre jardin, mais la véritable immensité sauvage est devant nous. Le premier obstacle auquel nous sommes confrontés est la distance. L'espace ne suit pas nos règles. Voyager. 1 est maintenant à plus de 24 milliards de kilomètres de chez elle. En réalité, nous avons à peine trempé nos orteils dans l'océan cosmique. Réduisons le système solaire à la taille d'une pièce de 2500. Voyager. 1 aurait voyagé juste au-delà du bord de la pièce. À cette échelle, l'étoile la plus proche est une autre pièce située à 2 terrains de football complets de distance. C'est la tyrannie de la distance. Il faudrait plus de 78 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure. Toute mission interstellaire doit être complètement autonome. Cet isolement est un obstacle psychologique et technique aussi massif que l'écart physique lui-même. Si la distance est le problème, alors la vitesse doit être la solution. L'univers, cependant, a son mot à dire à ce sujet. Il existe une limite de vitesse cosmique, la vitesse de la lumière. Rien n'ayant une masse ne peut jamais l'atteindre. Ce n'est pas une limitation technologique, c'est une règle fondamentale tissée dans l'espace-temps lui-même. Cette loi a été découverte par Albert Einstein. Cette limite de vitesse cosmique est le deuxième grand obstacle vers les étoiles. La vitesse de la lumière est tragiquement lente à l'échelle cosmique. Cette limite de vitesse a une autre étrange conséquence. Le temps lui-même est relatif. Donc, nous ne pouvons pas atteindre la vitesse de la lumière, mais peut-être pouvons-nous nous en approcher. Disons que notre objectif est un modeste 10% de la vitesse de la lumière. C'est toujours incroyablement rapide, environ 30 000 km par seconde. Cela permettrait à une sonde d'atteindre Proxima Centauri en environ 43 ans, ce qui est, vous savez, un délai gérable pour une mission robotique. Mais que faudrait-il pour qu'un vaisseau spatial atteigne cette vitesse? La réponse est l'énergie. Une quantité d'énergie si stupéfiante qu'elle fait passer la consommation d'énergie de toute la civilisation humaine pour une minuscule lueur. C'est la troisième grande barrière, la montagne d'énergie que nous devons gravir pour même commencer le voyage. Considérons la physique. L'énergie d'un objet en mouvement est son énergie cinétique. La formule est simple, mais les chiffres qu'elle produit sont stupéfiants. Accélérer un vaisseau de la taille d'un grand porte-avions à seulement 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait plus d'énergie que toute la consommation mondiale actuelle en 1 an. Et ce n'est que pour le faire atteindre sa vitesse de croisière. Il faudrait ensuite une quantité égale d'énergie pour le ralentir à son arrivée à destination, à moins que vous ne vouliez que votre coûteux vaisseau spatial dépasse le système cible à une vitesse incroyable. Les besoins en énergie sont tout simplement astronomiques. Où pourrions-nous bien trouver autant d'énergie? Les fusées chimiques que nous utilisons aujourd'hui ne sont même pas envisageables. Brûler du carburant chimique est incroyablement inefficace pour le voyage interstellaire. Comme nous l'avons vu, il faudrait plus de carburant qu'il n'en existe dans l'univers connu. Nous devons nous tourner vers des sources des millions de fois plus puissantes. Cela nous mène à l'énergie nucléaire. Exploiter la puissance de l'atome par fission ou fusion est le premier pas plausible vers la montagne d'énergie. Même dans ce cas, les défis d'ingénierie sont immenses.
Une fusée à fusion serait essentiellement une bombe à hydrogène contrôlée, exploitant la puissance d'une étoile dans une machine. Cette colossale exigence en énergie n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème civilisationnel. Développer et construire une source d'énergie capable de lancer un vaisseau spatial serait le projet le plus grand et le plus coûteux de l'histoire de l'humanité, de plusieurs ordres de grandeur. Cela exigerait un effort mondial, soutenu sur des générations. Cela signifierait réorienter fondamentalement nos économies et nos priorités vers un objectif unique et lointain. Sommes-nous, en tant qu'espèce, capables d'une telle concentration unifiée à long terme? La barrière énergétique est autant un test de notre volonté sociale et politique qu'un test de nos prouesses scientifiques. Disons que nous avons résolu les problèmes de distance, de vitesse et d'énergie. Notre vaisseau spatial file maintenant à travers le vide à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le voyage est en cours, mais maintenant, un nouveau danger apparaît, subtil mais mortel. L'espace interstellaire n'est pas parfaitement vide, il est rempli d'une fine soupe de gaz, de poussière et de micrométéoroïdes. Pour nous, sur Terre, ce milieu interstellaire est pratiquement un vide parfait. Mais pour un vaisseau voyageant à des vitesses relativistes, il devient un champ de mines mortel. C'est la quatrième barrière, un univers qui riposte. Repensez à la physique. La puissance destructive d'un impact dépend du carré de la vitesse. Lorsque vous vous déplacez à 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, même la plus petite particule de poussière devient un projectile mortel. Un grain de sable, pesant moins d'1 gramme, frapperait le vaisseau avec l'énergie explosive d'une tonne de TNT. Un caillou impacterait avec la force d'une petite bombe atomique. Le vaisseau serait constamment bombardé par ces minuscules balles hyper véloces. Sans une forme de protection, la coque serait érodée, les capteurs seraient détruits et finalement, le vaisseau serait mis en pièces. Cela signifie que tout vaisseau interstellaire a besoin d'un bouclier. Mais quel type de bouclier peut résister à un tel assaut? Une épaisse plaque de blindage serait trop lourde. L'énergie requise pour accélérer cette masse supplémentaire serait énorme. Le bouclier lui-même s'éroderait avec le temps. Peut-être un bouclier magnétique pourrait être utilisé pour dévier les particules de gaz chargées, mais les grains de poussière neutre passeraient à travers. Certains ont proposé un bouclier de poussière, un épais nuage de particules ou une feuille de matériaux poussée loin devant le vaisseau pour absorber les impacts initiaux, mais l'ingénierie est ahurissante. Le problème s'aggrave encore plus à mesure que vous accélérez. Plus vous voyagez vite, plus les impacts deviennent fréquents et énergétiques. Cela crée un cercle vicieux. Pour raccourcir le temps de voyage, vous devez aller plus vite. Mais aller plus vite nécessite un bouclier plus solide et plus lourd. Un bouclier plus lourd nécessite plus d'énergie pour accélérer, rendant la mission entière plus difficile. Ce seul problème, apparemment mineur, de la poussière interstellaire, pourrait être l'un des défis d'ingénierie les plus difficiles à résoudre. C'est une menace constante et usante qui transforme l'espace vide entre les étoiles en un champ de tir où notre vaisseau est la cible. Au-delà de la physique et de l'ingénierie, il y a une dernière barrière, peut-être insurmontable. C'est la barrière du temps lui-même, non pas comme une loi physique, mais comme une expérience humaine. Même avec les technologies les plus optimistes que nous puissions imaginer, les voyages vers les étoiles les plus proches prendront des décennies, voire des siècles. Cela introduit un défi profondément biologique et psychologique. Comment maintenir un équipage d'êtres humains en vie, en bonne santé et sains d'esprit, pour un voyage qui durera plus longtemps que leur espérance de vie naturelle sur Terre? C'est la 5e barrière, le coût humain profond du long voyage. Pour un voyage multigénérationnel, vous ne lancez pas seulement un vaisseau, vous lancez une société. Il faudrait un écosystème en circuit fermé capable de se maintenir pendant des siècles. Il devrait recycler chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque nutriment. Il devrait cultiver de la nourriture, gérer les déchets et fournir un environnement stable, tout en étant complètement coupé de toute ressource extérieure. Nous n'avons jamais construit un tel système. Notre plus grande tentative, Biosphère 2, a rencontré de sérieux problèmes en seulement 2 ans.
Un vaisseau spatial devrait fonctionner parfaitement pendant des centaines d'années. Ensuite, il y a le défi médical. Comment gérer une maladie ou une blessure quand l'hôpital le plus proche est à des années-lumière? L'équipage serait exposé aux effets à long terme du rayonnement cosmique, loin de la protection du champ magnétique terrestre. Cela augmente le risque de cancer et d'autres maladies. Il y a aussi l'effet de l'apesanteur ou de la gravité artificielle sur le corps humain sur de nombreuses générations. Nous ne savons tout simplement pas ce qui arrive à la biologie humaine lorsqu'elle est retirée de sa planète d'origine pendant des siècles. Le vaisseau devrait être une installation de recherche médicale autonome. Enfin, il y a l'esprit. Les humains sont des créatures sociales, adaptées à la vie sur une planète grouillant d'autres formes de vie. Quel serait l'impact psychologique de vivre toute sa vie à l'intérieur d'une boîte métallique, sachant que vous ne verrez jamais un ciel bleu, ne sentirez jamais le vent ou ne marcherez jamais sur un sol solide? Quelle structure sociale serait nécessaire pour prévenir les conflits et le désespoir sur tant de générations? Les personnes nées sur ce vaisseau auraient une culture totalement étrangère à la nôtre, leur seule réalité étant les murs bourdonnants de leur vaisseau et la vue immuable des étoiles. Surmonter la solitude du long voyage pourrait être le plus grand défi de tous. Pour traverser l'océan entre les étoiles, nous avons besoin d'un nouveau type de vaisseau. Les fusées chimiques sont prisonnières de l'équation de Tsiolkovsky. Pour gagner en vitesse, il faut beaucoup plus de carburant, ce qui signifie qu'il faut encore plus de carburant pour le propulser. Pour un voyage vers une autre étoile, cette équation devient un crève-cœur. Nous ne pouvons pas y arriver d'ici avec la technologie dont nous disposons. Ce qu'il nous faut, c'est une poussée douce et incessante qui accumule de la vitesse sur une immense période de temps. Cette course se déroule actuellement sur des tableaux noirs, dans des simulations informatiques et dans quelques laboratoires très avancés. Ces idées impliquent d'exploiter les forces les plus puissantes de l'univers. Il s'agit d'une refonte complète de ce qu'est un véhicule. C'est une course pour construire un nouveau type d'explorateur. La première étape logique au-delà des fusées chimiques est de puiser dans l'atome. Le noyau d'un atome stocke une quantité d'énergie phénoménale. C'est la source d'énergie qui a éclairé nos villes. Le concept de propulsion nucléaire a perduré sous une forme plus contrôlée, la propulsion nucléaire thermique. Dans cette conception, un réacteur nucléaire agit comme un super radiateur. Un liquide, comme l'hydrogène, est pompé à travers le cœur chaud du réacteur et jaillit d'une buse à très grande vitesse. C'est beaucoup plus efficace qu'une fusée chimique. Une autre approche est la propulsion nucléaire électrique. Au lieu de cela, elle génère une grande quantité d'électricité. Cette électricité est ensuite utilisée pour alimenter un moteur avancé, comme un propulseur ionique. Sur un long voyage, cette poussée constante et minuscule peut atteindre des vitesses énormes. La fission nucléaire est notre source d'énergie de nouvelle génération la plus mature et la plus réaliste pour l'espace. Un vaisseau spatial propulsé par fission changerait la donne pour explorer notre système solaire. La fusion nucléaire est la source d'énergie des étoiles, celle qui fait briller notre Soleil. Maîtriser la fusion sur un vaisseau spatial créerait un moteur d'une puissance incroyable. Le rêve est une étoile miniature à l'intérieur d'une chambre magnétique, utilisant des isotopes d'hydrogène chauffés à des millions de degrés. Ce plasma serait comprimé par des champs magnétiques, forçant les atomes à fusionner et créant une poussée. Les défis sont monumentaux. Contenir un plasma plus chaud que le Soleil est incroyablement difficile. Malgré les difficultés, la fusion révolutionnerait le voyage spatial, ouvrant le système solaire et au-delà. Et si vous n'aviez pas besoin d'emporter votre carburant? L'équation de la fusée est impitoyable à cause de la masse du carburant. C'est l'idée derrière la voile solaire. C'est une approche différente du voyage spatial. Une voile solaire est simplement un miroir géant, ultra mince, propulsé par la lumière du Soleil. Lorsqu'un photon rebondit sur un miroir, il donne au miroir une minuscule poussée. Dans le vide de l'espace, cette minuscule poussée peut accomplir de grandes choses. L'accélération serait douce, mais elle ne s'arrêterait jamais. Sur des mois et des années, un vaisseau propulsé par voile solaire pourrait atteindre de très grandes vitesses. Pour le voyage interstellaire,
La lumière du Soleil devient trop faible. Imaginez un laser massif ou un ensemble de lasers visant la voile d'une sonde interstellaire lointaine. Un concept envisage d'utiliser un laser pour propulser un nano-engin atteignant Proxima Centauri en un peu plus de 20 ans. C'est une idée magnifique et audacieuse, mais les obstacles techniques sont immenses. L'antimatière, quand la matière rencontre l'antimatière, les deux disparaissent dans une explosion d'énergie pure, la libération d'énergie la plus efficace connue. Quelques grammes seulement pourraient en théorie propulser un vaisseau spatial vers les étoiles les plus proches, atteignant des vitesses proches de celles de la lumière. Mais il y a deux défis colossaux. Fabriquer de l'antimatière est incroyablement inefficace et coûteux. Et la stocker en toute sécurité est presque impossible. La technologie actuelle ne peut créer et contenir que des quantités minuscules pour de brefs instants. Tant que nous ne révolutionnerons pas la production et le stockage, l'antimatière restera un rêve lointain, le carburant ultime de la physique, toujours hors de portée. La galaxie attend, mais les lois de la nature aussi. Même avec le vaisseau spatial parfait, le corps humain est le maillon le plus faible de la mission. L'apesanteur affaiblit les muscles et les os. Les radiations cosmiques bombardent l'ADN, augmentant les risques de cancer. La gravité artificielle et un lourd blindage sont essentiels, mais ajoutent une complexité et une masse immense. Les effets à long terme sur la santé, sur l'immunité, les sens et même la biologie fondamentale sont encore inconnus. L'équipage doit être composé de médecins, d'ingénieurs et de pionniers, préparés aux urgences médicales loin de la Terre. Avant d'envoyer des humains vers les étoiles, nous devons apprendre à maintenir nos corps fragiles en vie dans le vide. Le plus grand défi d'ingénierie pourrait être nous-mêmes. Un vaisseau stellaire doit être un monde autonome, recyclant chaque goutte d'eau, chaque souffle, chaque déchet. Les plantes fourniraient de l'oxygène et de la nourriture, créant un écosystème miniature. Mais construire une biosphère stable en circuit fermé est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Les expériences de biosphère sur Terre ont eu des difficultés avec la perte d'oxygène, les pics de CO2 et l'effondrement de l'écosystème. Le système doit fonctionner parfaitement pendant des siècles, avec des sauvegardes pour chaque défaillance. L'équipage doit être composé d'agriculteurs, d'écologistes et de résolveurs de problèmes experts. Le support de vie n'est pas seulement de la technologie, c'est la survie, chaque jour, pendant des générations. La moindre défaillance pourrait condamner la mission. L'esprit fait face à son propre test cosmique, des vies entières dans un monde de métal, sans échappatoire, sans intimité et sans nouveaux horizons. L'isolement engendre le stress, les conflits et le désespoir, même lors de missions courtes. Des générations nées et mortes sur le vaisseau peuvent se sentir piégées, leur destination un mythe lointain. Maintenir le moral, le but et la communauté est aussi vital que l'air ou l'eau. L'équipage doit être résilient, adaptable et uni par une mission commune. En fin de compte, le plus grand voyage n'est pas seulement à travers l'espace, mais à l'intérieur de l'esprit humain. Nous n'envoyons pas seulement des corps, mais des espoirs et des rêves dans le vide. Un vaisseau générationnel est une société dans une bouteille. Les règles, la gouvernance et la culture doivent évoluer pour survivre. La stabilité est essentielle. Un conflit pourrait condamner tout le monde. La population doit être gérée, les libertés équilibrées avec la survie. Au fil des siècles, de nouvelles traditions et identités émergeront, façonnées par le monde unique du vaisseau. La mission est un test pour savoir si l'humanité peut construire une société pacifique et résiliente à partir de zéro. Les personnes qui arriveront seront une nouvelle branche de l'humanité, forgée par le voyage lui-même. La plus grande incertitude n'est pas la technologie, mais la société que nous créons. Aujourd'hui, le rêve du voyage interstellaire fait face à d'immenses obstacles, la distance, l'énergie, la biologie et la société. Nous manquons de moteurs, d'écosystèmes et d'expériences. Mais chaque expérience, chaque sonde, chaque découverte est un pas en avant. Nous apprenons, nous nous préparons et nous imaginons comme jamais auparavant. Le plan du voyage existe,
même si les outils ne sont pas encore là. Pour la première fois, nous ne sommes pas seulement des rêveurs. Nous sommes les architectes d'un futur possible. Les étoiles sont lointaines, mais le voyage a déjà commencé. Le voyage vers une autre étoile commence par une destination plus proche, la Lune. Le prochain pas de géant est un retour sur la Lune, puis un voyage vers Mars. La Lune et Mars sont nos terrains d'entraînement pour apprendre à vivre dans l'espace. Établir une présence permanente sur la Lune nous donnera des leçons inestimables. Nous apprendrons à extraire des ressources et à construire des habitats. C'est un endroit où nous pouvons faire nos erreurs, où la maison n'est qu'à 3 jours de voyage. Après la Lune, vient Mars. Envoyer des humains sur Mars sera l'entreprise la plus complexe de l'exploration spatiale. Atterrir sur Mars sera notre première véritable tentative de devenir une espèce multiplanétaire. Ces étapes sont le fondement sur lequel toute ambition interstellaire doit être construite. Le chemin vers Proxima du Centaure passe directement par les cratères de la Lune et les déserts rouges de Mars. Le prochain grand bond consiste à devenir des voyageurs de l'espace. Section 3. Une civilisation à la croisée des chemins. L'humanité est à la croisée des chemins, confrontée à des défis tels que le changement climatique et l'instabilité politique. L'exploration spatiale est-elle une distraction des problèmes terrestres? Les technologies spatiales profitent souvent à la vie sur Terre. C'est un investissement dans notre avenir, offrant de l'espoir et un objectif unificateur. L'exploration spatiale est un projet pour toute l'humanité. Le choix nous appartient. Une civilisation stagnante ou une civilisation qui relève les défis et repousse les limites. Viser cet objectif est peut-être ce dont nous avons besoin pour devenir une civilisation digne de survivre sur cette planète et au-delà. Nous sommes une espèce en préparation, esquissant les plans d'un grand navire inspiré par les lumières lointaines. Le voyage à venir est plus long et plus difficile que nous ne pouvons vraiment le comprendre. Mais depuis que nous avons levé les yeux pour la première fois, nous portons un feu en nous. Ce feu inextinguible est ce qui a poussé nos ancêtres hors d'Afrique pour peupler une planète. C'est le même feu qui a propulsé les sondes voyager dans l'obscurité interstellaire. Il pourrait être essentiel à notre survie à long terme. Notre monde a une date d'expiration. Nous sommes peut-être la seule chance pour la vie de se propager au-delà de son monde d'origine. Il ne s'agit pas seulement d'aventure, il s'agit de la gestion du plus grand trésor que nous connaissions, la vie elle-même. Nous le ferons parce que l'appel du cosmos est trop fort pour être ignoré. Les étoiles attendent, mais le rêve du vaisseau spatial est vivant, et un jour peut-être, nos descendants seront prêts à faire le grand saut.